Ce matin-là, en plein cœur de Paris, sur la très chic place de la Madeleine, l'une des institutions du caviar vient d'ouvrir ses portes. Bonjour José, bonjour Delphine, vous allez bien? Très bien, merci et vous? À la tête de 30 salariés, Jean-Pierre dirige cette maison fondée il y a 100 ans. Alors, cette mise en avant, ça s'est bien passé? Très très bonne vente, vraiment. D'accord. Une enseigne qui a bâti sa réputation sur ce produit de prestige, du caviar, vendu autour de 3 000 € du kilo en moyenne. Un tarif conséquent qui ne refroidit pas les meilleurs clients. Bonjour, comment allez-vous? Bien, il fait plaisir de revenir chez vous. Merci beaucoup. Ce matin, cet habitué a décidé de se faire un petit plaisir. Avec joie, merci beaucoup. Jean-Pierre et son équipe sont aux petits soins. Direction cette chambre froide où la marque expose ses plus grands crus. S'il vous plaît, il ne fait pas trop froid, je vous rassure. Alors, on va commencer peut-être par le Paris. L'échantillonnage de caviar et de boîtes. Ah, il y a quelques kilos de caviar, c'est un petit peu... C'est notre caviar tech. Un comptoir où les boîtes de caviar sont présentées comme des bijoux. Alors là, c'est... Là, c'est le Paris, d'accord? Et là, c'est l'héritage. D'accord. Hop là, on va mettre un peu de lumière. Magnifique. Pour commencer, le patron présente son best-seller, 2 800 € du kilo tout de même, avec une dégustation à la royale, comme à l'époque des tsars en Russie. Je vous laisse le déguster. Je prends ça. Merci beaucoup. Toujours aussi bon. Il est exceptionnel. Celui-là, vous le connaissez, c'est Je le connais, il est exceptionnel. un de vos caviars préférés. Jean-Pierre offre la dégustation, car ce matin, il y a peut-être moyen de vendre le nec plus ultra de la maison, ce caviar à 11 900 € le kilo. Ce caviar-là, il a une particularité, c'est que c'est 2% de notre production, toute petite production, qui est issue de nos plus vieux poissons. Allez-y. Oui, il est très rare. Voilà. Il a une complexité aromatique, une longueur en bouche qui est assez exceptionnelle. On le garde plus longtemps. On le garde plus longtemps, tout à fait. Il a une consistance aussi, il a un grain plus gros. Plus gros et plus croquant. Il est plus croquant, tout à fait. La cliente craque pour ce caviar 5 étoiles. Mais alors, à quelle occasion va-t-elle déguster ces précieux grains noirs? Une boîte de 125 grammes, c'est pour un apéritif. On sera 4 amis en apéritif, c'est parfait. Je vais le servir avec un tout petit peu de crème aigre. Pour l'apéro, plus classe que le bol de cacahuètes, une louche de caviar. Chacun son style. J'aime le caviar, mais j'étais biberonnée au caviar ou à peu près. Donc Vous avez de la chance. J'ai des parents qui adoraient le caviar. Il est temps de passer à la caisse. Mais ici, on ne parle jamais d'argent. Je mets ça sur votre compte comme d'habitude? Avec joie. Merci infiniment. Montant de l'apéritif entre amis, 1 500 €. Mais pour ce péché mignon, la cliente ne compte pas. Chaque caviar a un prix et il est différent du prix des autres. Tous les caviars sont exceptionnels. Et en fonction du grain, de la qualité de ce qu'on souhaite, on est prêt à payer le prix. Du caviar grand luxe que certains n'hésitent pas à payer des sommes folles. Pourtant, vous allez voir qu'on en trouve aujourd'hui pour beaucoup moins cher. Du caviar et bien d'autres choses. Merci. À bientôt. Au plaisir, Merci, à bientôt. au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Les fêtes de fin d'année, pour tous les Français, c'est l'occasion ou jamais de cuisiner autour des réveillons de Noël ou du 31. Et là, on va se régaler. Une table où beaucoup rêvent de déguster du caviar, un produit désormais accessible. Dans les grandes surfaces, on en trouve à petit prix. Et il y a une grosse promo sur les 10 grammes de caviar à 4,99 €. Nous avons remonté cette filière. Un pays est devenu le champion européen du caviar discount. Nous allons vous dévoiler ses secrets. Nous avons pensé à faire les choses qui s'appelaient les luxe accessibles. Des plats que l'on ne déguste parfois qu'en fin d'année, comme les escargots. Les Françaises sont les plus gros consommateurs au monde. Les escargots de Bourgogne. Ah, escargot de Bourgogne. Je vous mets par 3 douzaines, je pense. Hein. Une petite bête à cornes qui a quasiment disparu à cause des pesticides. Quelques éleveurs français les bichonnent au prix fort.
Tiens, regarde, il y en a qui se reproduisent là. Ils s'accoupent pendant 12 heures. Mais ils le font une fois dans leur vie, donc eux, ils mettent le paquet d'un coup. Hein. Bon. Pourtant, en fin d'année, on en trouve en pagaille dans nos hypers, sous l'appellation escargot de Bourgogne. Mais surprise, ils ne viennent pas de chez nous. Ces coquilles viennent de Serbie, puisque à l'origine, on enlève la chair d'un côté, on a les coquilles de l'autre. Et si vous hésitez entre un menu terre ou mer, pourquoi ne pas goûter au plus rare des crustacés, la langouste, une chair délicate mais hors de prix. Et le homard, ça peut aller jusqu'à 60 et la langouste 70, mais après, il triple et double sur les poissonneries. Ça passe à 120, 130, 140, jusqu'à 180 €. Pourtant, dans certaines grandes surfaces, on en trouve pour 4 fois moins cher. Elle pèse combien, une langouste environ? À peu près entre 800 et 1 kg. Nous avons retrouvé la destination où les hypers se fournissent. Dans cet archipel, une armée de pêcheurs traque le fameux crustacé avec une méthode surprenante. Cette langouste doit faire dans les 2 kilos. Mais pas de repas d'exception sans une dernière mignardise, le macaron, l'une des pâtisseries préférées des Français, jusqu'à 2 € pièce. La ganache est plutôt réussie, il y a 2-3 réglages à faire sur le miel. En pollen, on est vraiment bien. Une gourmandise que l'on trouve aujourd'hui pour 3 fois moins cher en rayon. Jusqu'où certains industriels sont-ils prêts à aller pour casser les prix? Sur le paquet de macarons, c'est écrit 3% de framboise. Ça correspond à quoi? Donc on est sur une seule framboise. C'est vraiment rien du tout. Là, c'est vraiment pour récupérer quelques pépins, pour donner l'illusion que c'est un produit naturel. Caviar, escargot, langouste ou macaron, enquête sur vos plats préférés à l'approche du plus beau repas de l'année. Notre enquête commence dans les Hauts-de-France, près d'Arras. Ce dimanche matin, Gaëtane est bien décidée à prendre l'air en famille. Vu le temps, tu veux qu'on aille... qu'il y a des escargots? Ouais, on peut aller faire un tour maintenant. Avec son mari Fernand et son fils Sacha, c'est leur dada. Tous les week-ends, en automne, c'est chasse aux escargots. C'est bon? T'es prêt? On va préparer seau, tout ça? Bien équipé, il va falloir crapahuter pour débusquer l'animal. On met nos bottes, parce que c'est mouillé quand même. Alors, t'as pris le seau. Et puis, c'est parti. Alors. Direction la forêt, toute proche. Gaëtane y connaît un coin dont elle garde le secret. Allez. C'est parti pour une matinée de chasse. On aime bien en famille, ça fait passer un petit moment d'aller cueillir des escargots, ça je l'aime bien. Dans les Hautes-Herbes, la famille espère trouver son bonheur. Alors, ils n'aiment pas trop les orties, mais dès qu'il y a un peu d'herbe, il y en a un. Ah, mais est-ce qu'il est plein ou pas? Ouais. Bingo, une première prise. Ah, t'as pas pris les gants? T'as vu, c'était bien caché. Ce qu'on trouve ici, ces escargots de Bourgogne. Une simple appellation, car on est bien dans le Nord. Escargots de Bourgogne, c'est les gros marrons qu'on ramasse. Il y a plein de sortes en fait d'escargots. Après, il y a les petits gris. Bourgogne ou petit gris, les deux principales espèces comestibles en France. Vous en avez combien pour le moment? Vous pouvez me montrer? Une trentaine. Du bel escargot là. Ça c'est gros. Et encore, Fernand fait le tri avec cette bague, comme la loi l'impose. Oh, il y a une taille, elle doit faire 3 cm minimum pour pouvoir les récupérer. On fait le tour des fois pour une rondelle et puis avec un anneau, ils vendent une bague pour si l'escargot passe à travers, on doit le relâcher. Un jeu de patience. Au bout de 2 heures, le seau est bien rempli. 57. 57. Wow, on est content quand même, hein. On a passé un petit moment, ça fait toujours plaisir. Il ne reste plus qu'à les préparer et les déguster dans quelques jours.
Une semaine plus tard, nous retrouvons Gaëtane et Fernand au fourneau pour une recette traditionnelle. Voilà, c'est parti pour 2h30 de cuisson. Avec l'incontournable préparation de beurre persillé. Sacha, tu peux venir voir les escargots? Des escargots maison qui ne coûteront pas très cher au final à Gaëtane. On a juste acheté le beurre et le vin blanc et ça nous a coûté 3 €. En grande surface, rien qu'un bouquet de persil, déjà c'est pas donné. Les escargots, on aurait eu au moins pour 15 €. Au bout du compte, après une matinée de cueillette, une semaine d'attente et 3 heures de cuisine, c'est enfin le moment de savourer ces escargots sauvages. Et là, on va se régaler. Un mets recherché, seulement pour en trouver en grande quantité, les fabricants français ne parcourent pas la campagne, un panier à la main. Pour le découvrir, direction la Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. C'est là qu'un couple s'est lancé voilà 12 ans dans la production d'escargots. Allez, zou. Café. Francine, 40 ans, ancienne auxiliaire de puériculture, et Pascal, 50 ans, pompier, ont tout lâché pour ce business. Bon, on a le soleil avec nous aujourd'hui, impeccable. Pour le ramassage, nickel, il va faire super beau, c'est parfait. Aujourd'hui, ils produisent 7 tonnes d'escargots par an. Et voilà comment ils s'y prennent avec cet animal plutôt surprenant. Allez, c'est parti. Impeccable. Francine et Pascal font tout simplement de l'élevage. 150 000 bêtes à cornes au total. Et même s'ils avancent à 4 mètres par heure, les escargots pourraient avoir des envies de se carapater. Alors, on commence par couper les électrificateurs. Ouais, tu fais le 1, allez, je fais celui-ci. Le 2 et le 3, comme ça on sera tranquille. Oui, c'est électrifié, ça évite que les escargots sortent des parcs d'élevage. La clôture que vous voyez en haut, c'est une clôture électrique spécialement conçue pour les escargots et ça évite qu'ils s'échappent des parcs. Ce matin, Francine et Pascal viennent ramasser leurs plus beaux pensionnaires. Et comme ça, ils ont mangé quand même. C'est nickel. Tiens, tu m'aides, on va soulever la planche. Des escargots d'une espèce bien particulière, la plus répandue en France, réputée pour sa croissance rapide et sa chair très tendre. C'est un élevage de gros gris. La différence du petit gris, c'est qu'avec le gros gris, on peut faire plusieurs calibres. Donc l'escargot traditionnel que l'on trouve dans sa coquille sera plutôt lui d'une belle grosseur. Par contre, l'escargot que l'on utilisera pour mettre dans les mini-bouchées, lui sera plutôt de calibre plus petit. Des gros gris qui ont un autre avantage, ils se multiplient très vite. Tiens, regarde, il y en a qui se reproduisent là. Ah oui, en effet, de la reproduction de plein air. Et ça dure combien de temps ce truc? Parce que j'aurai le temps de le filmer. Ah là, oui, on peut le garder. Ok, bon, d'accord. Et ça coupe pendant 12 heures. Hein, donc, ils sont là. Mais ils le font une fois dans leur vie, donc eux, ils mettent le paquet d'un coup. Hein. Bon. Et si l'étreinte dure si longtemps, c'est que les escargots sont plutôt spéciaux dans leur genre. En fait, les escargots, on sait qu'ils sont hermaphrodites, ça veut dire qu'en fait, ils ont les deux sexes, mâle et femelle. Cependant, ils ont besoin d'un partenaire pour être fécondés. Donc en fait, c'est deux escargots mâles qui vont se rencontrer, qui vont s'accoupler, comme ces deux-là, qui vont en fait s'échanger les spermatozoïdes. Ils vont rester accouplés comme ça environ une douzaine d'heures. Les deux escargots ensuite vont se séparer et ils vont avoir une période de gestation d'environ 21 jours. Et ces deux escargots qui étaient mâles vont se transformer tous les deux en femelles. Ces deux femelles en fait vont pondre entre 80 et 100 œufs chacun. Et lorsqu'ils auront terminé, ils vont redevenir à nouveau mâles. Des gros gris qui ressemblent beaucoup à leur grand concurrent, l'escargot de Bourgogne. Une espèce très recherchée par les consommateurs. Mais voilà, Pascal n'en fait pas, pour une raison toute simple. En fait, les escargots de Bourgogne ne s'élèvent pas. En fait, ils stressent en captivité, donc on ne pourrait pas avoir autant d'escargots au mètre carré en élevage. Donc en fait, on est obligé de passer sur un escargot dit d'élevage, le gros gris ou le petit gris. Résultat, au bout de 3 mois, ils sont bons à ramasser. Là, fini la vie au grand air. Maintenant, ils vont aller sécher. Les escargots vont bientôt arriver dans les rayons, mais avant de les passer à la casserole, il reste une dernière étape.
Le lendemain, nous retrouvons le couple. Avec leurs employés, ils s'attaquent à une tâche surprenante. Bonjour les filles. En fait, quand vous mangez vos escargots, ils sont servis en kit. Une fois endormis en chambre froide, Francine et Pascal les séparent de leurs coquilles. C'est parti. Une opération indispensable pour retirer une partie de l'animal qui ne se mange pas. L'objectif, en fait, c'est de sortir l'escargot complètement de sa coquille et faire ce qu'on appelle l'ablation de l'hépatopancréas, le tortillon, et ne garder que la chair qui va être commercialisée. Donc, on le tire et on fait l'ablation. Voilà. Ça, c'est le tortillon et ça, c'est la chair d'escargot. Pascal se retrouve avec les chairs d'un côté. Là, il y a l'équivalent de 50 à 60 kilos d'escargot. Et les coquilles de l'autre. Et en fait, maintenant qu'elles sont nettoyées et désinfectées, on va pouvoir rencoquiller des chairs qui ont été courbouillonnées dedans pour ensuite pouvoir les beurrer, les mettre en assiette, les emballer sous vide, les étiqueter et les commercialiser. À l'approche des fêtes, les équipes ne chôment pas. Voilà. Chaque jour, ce sont plus de 600 assiettes d'escargots qui partent en hypermarché, notamment. Une douzaine comme ça d'escargots frais, produits de terroir d'origine France, c'est vendu aux alentours de 6,60 € la douzaine. Ça n'y paraît pas, mais ça fait tout de même 72 € du kilo. L'escargot français n'est pas donné. Voilà le produit emballé sous vide. Donc là maintenant, la prochaine fois qu'ils sortiront de leur sachet, ça sera pour poser sur les tables pour les fêtes de fin d'année. Le problème pour Francine, c'est que des concurrents proposent de l'escargot bien meilleur marché. Et en plus, sur l'espèce la plus recherchée, le fameux escargot de Bourgogne. Nous partons en Bretagne, près de Brest. Dans cette grosse PME de 800 salariés, ça s'active en ce mois de décembre. Ça va, Philippe? Bien, oui. Ça va? Ouais. Chaque semaine, l'entreprise livre 300 000 clients à domicile en produits surgelés. Ce matin-là, la dizaine de commerciaux démarchent par téléphone. Dans leur catalogue, plus de 800 produits. Oui, bonjour, c'est Philippe d'Argel. Comment allez-vous? À ce petit jeu-là, le meilleur, c'est Philippe. Tu vous ferais plaisir? Regardez sur le catalogue. Oui. Langoustine. Alors, les langoustines, donc c'est des barquettes en 500 grammes, d'accord. Cette cliente prépare son réveillon et il y a une spécialité qu'elle veut proposer à ses invités. Et les escargots de Bourgogne. Ah, escargots de Bourgogne. Je vous mets par 3 douzaines, je pense. Hein. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un peu moins, non. En bon vendeur, Philippe joue les cordons bleus. Oh, vous verrez, c'est tellement succulent. Vous mettez ça, vous savez, à peu près 8-10 minutes au four jusqu'à 200 degrés. Vous verrez, ce sera très très bien. Bon. 36 escargots de Bourgogne pour 15 €. Bah, je vous dis à demain avec plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci même. Au revoir. À Noël, la PME en livre à tout va. Le lendemain, nous retrouvons Philippe pour sa tournée de livraison. Ce matin, il commence par la dame qui lui a commandé un carton entier de surgelés pour Noël. Comment allez-vous? Ça va, avec le beau temps, hein? Bon, je viens pour votre livraison, comme prévu, voilà. Pour le réveillon, Isabelle et son mari accueillent leurs enfants. Pour l'entrée, elle a donc prévu des escargots, même si elle n'a pas l'habitude d'en manger. Alors les escargots, une valeur sûre, hein? Les escargots... Oui, ça change des autres produits, oui. C'est vous, votre mari, qui aimez les escargots? À Noël, Philippe vend plus de 40 000 sachets de ces escargots, appellation Bourgogne, réputés pour leur chair savoureuse. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est le goût, la petite persillade. Et puis, comme les escargots de Bourgogne sont relativement moelleux, ils recherchent vraiment
Un goût différent des fruits de mer habituels. C'est vrai que c'est avec un petit verre de vin blanc ou le pain beurre breton, parce qu'on est en Bretagne avant tout, et ben les gens ils prennent leur plaisir. L'escargot de Bourgogne, vendu en moyenne moitié moins cher que son cousin, le gros gris d'élevage. En hypermarché, on en trouve facilement à moins de 30 € du kilo. Merci, c'est gentil. Au revoir. Problème, la France n'en produit que 1000 tonnes par an, alors que les clients, eux, en consomment 16 fois plus à Noël. Mais alors, d'où viennent ces escargots? Nous partons dans la région lyonnaise, à Mâcon. Voici l'un des rois de l'escargot en France. Dans son usine, Alain en produit plus d'1 million chaque année. Bonjour Sandra. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Bien. Ce matin, justement, tout le monde est sur le pont, car les grandes enseignes se bousculent. Alors, on fait un petit point sur le carnet de commandes. D'accord, pas de souci. Donc cette semaine, j'ai à peu près 4 camions pour les grandes surfaces qui vont partir. On va tout livrer? Oui, on va tout livrer, pas de problème. Pas de rupture? Pas de rupture annoncée, j'ai refait le point avec la prod, il n'y a aucun souci. Ah bah c'est parfait tout ça. Oui. Merci. Et vous allez le voir, pas de temps à perdre, car Alain, lui, n'élève aucun escargot. Il reçoit tout en pièces détachées. Donc on a reçu de la jolie coquille numéro 6, Bourgogne. Parfait. Voilà donc à quoi ressemblent les escargots qu'il réceptionne ce matin. Donc j'ai fait un contrôle, Alain. La coquille est bien calibrée, propre, belle. On a de la belle Bourgogne. Voilà. Ah, elles sont magnifiques. Ah, elles sont super belles, ouais. Les coquilles d'un côté et les chairs de l'autre dans ce congélateur. On a beau être à Mâcon, au cœur de leur région d'origine, ces escargots de Bourgogne ont parcouru 2000 km. Elle a l'air bien, oui. Oui. Alors cette chair vient de Serbie. On a un partenariat avec un fournisseur depuis des années et la totalité de notre marchandise vient de là-bas. En France, il y en a très peu, tout simplement parce qu'on a des consommations qui sont des consommations importantes. Et donc au fil du temps, l'escargot a disparu. La faute au ramassage, mais aussi aux pesticides. En Serbie, en revanche, les producteurs en ramassent à la pelle. Dans plusieurs pays de l'Est, on trouve l'escargot de Bourgogne à moins de 5 € du kilo. Ici, en Pologne, par exemple, cette ferme en commercialise 10 fois plus qu'une exploitation française, grâce notamment à une météo idéale. Ici, nous avons un climat plus favorable pour les reproduire. Il y a beaucoup d'humidité. Et en été, il fait suffisamment chaud, mais pas caniculaire. Mais surtout, on peut encore ramasser le fameux escargot de Bourgogne à l'état sauvage et en quantité astronomique. Il faut faire attention de ne pas en ramasser des trop petits, car c'est interdit par la législation européenne. C'est pour ça que je les mesure. Il doit faire au minimum 3 cm. Des employés bien moins payés qu'en France. En Serbie, par exemple, le salaire moyen n'excède pas 460 € par mois. Pour les équipes, pas de temps à perdre. Parmi eux, Bruno, chargé de plonger les chairs surgelées dans un bouillon assaisonné. Elles vont cuire une bonne heure avec quelques épices. Une étape indispensable, car l'escargot présente un petit inconvénient. D'où on met les épices justement pour que ça parfume bien le bouillon. Très important, les épices. C'est ce qui donne le goût. Sinon, sans les épices, le bouillon et l'escargot n'aura pas tellement de goût. Oui. C'est ce qui donne le goût au escargot. Tout seul. C'est fan. Et là, c'est parti pour 1h10. Une fois cuit, reste à booster le goût avec la fabrication du beurre persillé, en version industrielle, bien sûr. Donc bah, très bien. Donc on va pouvoir passer en salle. On va pouvoir passer tout ça en salle beurrage. Dernière étape, cette dizaine d'employés recrée l'illusion d'un bel escargot tout juste ramassé. Chaque ouvrière en confectionne 11 000 par jour.
faut réencoquiller l'escargot tel qu'il a été sorti de sa coquille. Donc, c'est-à-dire, on le visse. C'est-à-dire que le pied va se retrouver exactement à l'endroit où il était au moment du décoquillage. Aux employés maintenant d'ajouter la dernière touche, le beurre persillé. Bon, et aujourd'hui, on a des commandes en conserve? Oui, en standard. Donc pour tout ce qui est grande surface. Des escargots vendus sous l'appellation très terroir escargots de Bourgogne, même s'ils viennent d'Europe de l'Est. On ne mentionne pas l'origine de l'escargot de Bourgogne. La législation est très claire là-dessus, il n'y a pas à l'indiquer. La transformation de toute façon du produit est faite chez nous. Voilà, ce qui explique qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à indiquer l'origine. Des produits d'exception dont les prix dégringolent. C'est vrai aussi pour un célèbre dessert qui trône sur nos tables de fête. Rendez-vous dans les Yvelines, en banlieue parisienne. Dans ce village, la pâtisserie ne désemplit pas. Alors, je vous écoute. Alors, moi, il faut 2 boîtes. À côté des gâteaux, la spécialité maison occupe la moitié de la vitrine. Le macaron attire les gourmands. Qu'est-ce qu'ils ont que de spécial? Ils sont particulièrement bien équilibrés, je trouve. Et puis les parfums sont vraiment très recherchés, bien dosés. Ils sont parfaits. Le macaron, 2 coques en meringue garnies d'une ganache parfumée. On en trouve à tous les parfums, au yuzu, à la rose ou à la fleur d'oranger. Pauline en vend à longueur de journée. Les macarons, c'est vraiment un des produits, un de nos produits phares. Donc un produit qui part très bien chez nous. Les clients sont vraiment adeptes. Et c'est notamment une jolie idée à offrir. Et voilà, cet achat pour faire plaisir, ça nous fonctionne bien. Pourtant, c'est loin d'être donné. 1,60 € le macaron. La boîte de 8, c'est 17 € tout de même. Mais alors, pourquoi est-ce si cher? Pour le découvrir, il faut se glisser en coulisses. Bonjour tout le monde. Bonjour. À la tête de la boutique, un couple, Mélanie et Arnaud. À 32 ans, le macaron n'a plus de secret pour eux. Ils ont même été sacrés champions de France en 2014. Et pour réussir la recette, pas de mystère, il faut de bons produits. Certains de leurs parfums valent même une fortune. Là, on est sur un yuzu sauvage, donc de Kochi. Donc c'est un yuzu assez rare, pareil, de très très haute qualité. Là, on est aux alentours de 50 € la bouteille de 900 ml. Pour un agrume, c'est très très cher. Des arômes recherchés et surtout rien d'artificiel. Il n'y a pas d'arôme artificiel, même pas d'arôme naturel. C'est vraiment le produit. Et en fait, c'est un peu la philosophie, c'est vraiment de voir le produit au centre de l'intérêt, quoi. Mais pour faire revenir la clientèle, il faut aussi revisiter ce grand classique. Alors chaque mois, Mélanie et Arnaud ajoutent un nouveau parfum à leur carte. Pour notre prochain macaron, on va plutôt partir sur le pollen frais et le miel. On va prendre un miel assez corsé. Là, on a châtaignier, on verra après exactement le miel qu'on utilisera. Mais pollen frais, voilà, c'est un goût un petit peu de thé, végétal. C'est très sympa dans une ganache, quoi. Ça marche bien. Puis c'est peu commun, quoi. Ok, go. C'est l'heure de tester cette nouvelle recette. Et ils ont beau être champions de France, réussir un macaron, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Du coup, on fait quoi? Casserole, chocolat, on prend chocolat blanc, un peu de crème. Juste, on fait une ébauche 7 déjà de base. Pour ne pas rater la recette, tout est question de dosage. On va commencer par 10 grammes et on verra ce que ça donne. Il faut que les goûts soient percutants. Et en fait, c'est ça un peu notre philosophie, c'est de se dire on va pas chercher 36 000 saveurs à accorder tel ou tel truc. On a en général 2 ou 3 saveurs dans nos préparations. Mais le parfum ne fait pas tout. Le macaron, c'est aussi de la couleur. Et attention, sans additifs. Le jaune comme ça, le cerveau il va dire quoi? Fruit de la passion. Et en fait non, on est vraiment sur que de la plante, quoi, végétale. On est sur un super pollen, c'est l'air top. Au niveau des macarons, souvent c'est quand même des petites choses qu'on offre, donc les gens aiment que ce soit quand même joli. Et nous on aime que soit bien fait. Ah, ça peut être cool, hein. Ouais, très bien. Alors, ce nouveau macaron au pollen va-t-il cartonner? Mélanie et Arnaud le goûtent pour la première fois.
La ganache est plutôt réussie, il y a 2-3 réglages à faire sur le miel. En pollen, on est vraiment bien. En fait, pour un premier essai, c'est vachement bien. Quoi. Ouais. C'est rare qu'on arrive à tomber sur un truc à peu près, presque bien prêt à partir en vente. Quoi. Ouais. Des pâtisseries qui peuvent coûter jusqu'à 2 € pièce dans certaines boutiques. Seulement, de nouveaux concurrents bien moins chers attaquent ce marché. Ce matin, dans la banlieue de Lyon, Olivier part pour une grande tournée de livraison. À 50 ans, après avoir tenu des pâtisseries en Amérique du Sud et aux États-Unis, ce patron de PME est l'un des plus gros fabricants en France. Le GPS me dit 35-40 minutes. Allez, vas-y, bah ça marche. Allez, je te remercie, à tout de suite. Parmi ses meilleurs clients, les hypermarchés. Olivier débarque dans cette grande surface où le chef de rayon a l'habitude de lui passer commande. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va bien, ouais. J'ai tes produits. Des macarons. Olivier en a vendu pour 4 millions d'euros l'an dernier. Dans ce magasin, il en écoule des dizaines de boîtes par semaine. Madame, bonjour, un petit macaron. Difficile de résister à une petite dégustation. Ils sont très bons, vrai. Bah merci, c'est gentil. Vous avez même du sucré salé qui est là. Oui, d'accord. Alors la coque est sucrée et l'intérieur reste salé, donc ça fait un mélange assez sympa. Excellent. Qu'est-ce qui vous plaît dans les macarons? Le sucré. La gourmandise, mais aussi le prix. Souvenez-vous, chez l'artisan pâtissier, le macaron était vendu 1,60 €. Ici, c'est 2 fois moins cher. Et vous avez une boîte de 12 qui est vendue moins de 10 €, 9,90 €. Finalement, le macaron revient à moins d'1 €, à peu près 80 centimes. Vous avez des bons produits qui sont abordables pour tous. La dame décide de faire le plein. Madame, on se laisse tenter par une autre boîte? Oui, je vais sortir par une autre boîte pour le week-end. Bonne dégustation en tout cas. Mais alors, comment Olivier s'y prend-il pour fabriquer des macarons moitié moins chers qu'en pâtisserie? Au nord de Lyon, nous le retrouvons dans son usine. Voilà 11 ans qu'Olivier a lancé son affaire. Mais on est loin de la pâtisserie de ses débuts. Ici, le macaron est fabriqué au stade industriel. Messieurs, ça va Clem? Ça va. Ouais. T'as fait monter les blancs déjà ou pas? Dans ces ateliers, une trentaine de salariés s'affairent pour confectionner plus de 30 000 macarons par heure. Ce matin-là, le parfum abricot. Ils sont bien. Ils sont bien là. Ils sont pas mal là. Pour commencer, il faut fabriquer la coque, un savant mélange de blanc d'œuf, de sucre et d'amandes. Là, on a une meringue avec les colorants qui est juste parfaite. Elle fait ce qu'on appelle un bec d'oiseau, c'est-à-dire qu'elle retombe, mais pas trop. Et on va pouvoir y incorporer maintenant la poudre d'amande et le sucre glace pour avoir une texture qui soit assez lisse pour faire les coques. Et pour cette belle couleur orange, surprise, ce n'est pas de l'abricot. Alors le colorant, c'est de la carotte, c'est de la bêta-carotène que vous rajoutez dedans. Ça va vous donner votre teinte, la couleur de la coque. Pas de macaron réussi sans une belle couleur acidulée. Voilà. Pour ça, Olivier a ses petits secrets. Ça se passe dans ce laboratoire. Donc typiquement là, par exemple, on arrive à avoir un colorant naturel. C'est de la betterave. Voilà, ce qui va donner une belle teinte rosée à la coque. De la betterave pour les macarons à la framboise, rien de chimique, mais ces colorants sont plus économiques. Partout, Olivier surveille les coûts, par exemple après la cuisson des coques. Bonjour tout le monde. Bonjour. Une douzaine d'employés garnissent les biscuits à la chaîne et ça ne traîne pas. Non, ça c'est de la vanille. Là, c'est vraiment le poignet et la main du pâtissier qui va savoir combien il va doser pour avoir des macarons à la sortie qui vont faire le même grammage. Résultat, les macarons d'Olivier sont vendus 80 centimes pièce en moyenne dans les rayons. Et on est parti.
Le souci, c'est que certains proposent les petits biscuits à la ganache, encore moins chers. En hyper, on en trouve désormais à moins de 4 € la douzaine, 30 centimes pièce. Aucun des magasins qui les commercialisent n'a souhaité répondre à nos questions. Alors, nous avons demandé à un professionnel de lever le voile sur leur technique. Pour découvrir ce que cachent ces macarons premier prix, nous avons rendez-vous dans cette école de cuisine parisienne. Bonjour. À 27 ans, Marine Mathéos est vice-championne de France de dessert et formatrice en pâtisserie. Elle a accepté de nous décortiquer la recette d'une marque de macarons hard discount parmi les plus vendus. Grâce à l'étiquette, Marine dresse la liste des ingrédients. D'abord du sucre, puis des amandes, des blancs d'œufs. Ensuite, on trouve des ingrédients aux appellations mystérieuses. Au total... donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ingrédients. C'est inquiétant pour le consommateur de voir autant d'ingrédients, surtout qu'il y a des ingrédients qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Une fois les ingrédients réunis, Marine se met au fourneau pour reproduire la version pas chère d'un macaron parmi les préférés des Français, le parfum framboise. Pour réaliser le cœur du macaron framboise, on va venir mettre de la framboise. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur le paquet de macarons, c'est écrit 3% de framboise. Première astuce pour baisser les coûts, réduire les quantités de fruits au maximum. Donc là, comme on est parti sur une masse de 200 grammes, on va mettre 6 grammes de framboise. 6 grammes de framboise, ça correspond à quoi? Environ 2 framboises. Même pas, là on est à 1. C'est vraiment rien du tout. Là, c'est vraiment pour récupérer quelques pépins, pour donner l'illusion que c'est un produit naturel. En fait, pour l'essentiel, ce cœur de framboise est constitué de 2 ingrédients. Je vais mettre 100 grammes d'eau. Ensuite, je vais venir mettre 100 grammes de sucre blanc. Les industriels, là où ils vont pouvoir gagner de l'argent, c'est en utilisant des produits pas chers, donc notamment l'eau. L'eau, ils le payent quand même, mais très peu. Et le sucre blanc, qui reste un produit vraiment pas cher. Une mixture bon marché mais sans saveur. Heureusement, certains industriels ont une palette d'arômes sous la main. L'arôme de framboise, il va servir à donner le goût à un produit qui est essentiellement constitué d'eau. Donc là, on va mettre environ 10 grammes de produit. Et pour la couleur, Marine ajoute un légume bien pratique pour imiter le rose un peu flashy de la framboise. Donc là, on va mettre un peu de betterave en poudre pour donner la couleur des framboises. Et on va ajuster en mettant un tout petit peu de colorant rouge. C'est là-dessus que les industriels vont gagner de l'argent puisqu'ils vont utiliser très peu de produits naturels, mais suffisamment assez pour pouvoir l'écrire dans leur liste et rassurer le client. Et à l'inverse, ils vont gagner de l'argent sur le fait qu'on ait mis principalement de l'eau, de l'arôme, du colorant et des texturants qui vont donner l'illusion que c'est vraiment un produit à base de framboise. Donc là, on passe à la cuisson. Ultime étape, le garnissage. Là aussi, certains fabricants premier prix ont leur technique. Le consommateur n'y voit que du feu. Donc là, on va les garnir. Alors normalement, quand on garnit des macarons en tant qu'artisan, ce qu'on fait, c'est qu'on va légèrement creuser en fait la coque afin de mettre le plus de produits possible. Ce que font les industriels, c'est qu'ils vont laisser la coque complètement plate afin de mettre le moins de produits possible, à l'inverse. Une noisette de ganache pour donner du goût. Voilà, nos macarons sont prêts. Donc on voit qu'ils sont très colorés, extrêmement colorés, avec peu de garniture à l'intérieur. On va vraiment se rapprocher de ces macarons-là. Là, pour les macarons qu'on vient de faire, on est à moins de 10 centimes pièce. C'est très peu, c'est très peu. Des macarons 10 fois moins chers que chez un artisan. Forcément, question qualité, la différence s'en ressent. C'est vraiment pas très bon. C'est extrêmement sucré. On a une petite pointe d'acidité. On a lointainement un goût de framboise qui rappelle celui des bonbons. Le rose, la couleur rose joue beaucoup. On a vraiment l'impression de manger de la framboise, mais vraiment avec un goût artificiel. Au final, ces macarons bon marché sont composés à 45% de sucre. Une recette qui ne freine pas l'engouement pour cette pâtisserie. Il s'en vend 50 millions chaque année en France. Pour leur réveillon, les Français sont prêts à toutes les folies.
quitte à s'approprier une gastronomie longtemps réservée à l'élite, comme le caviar. A priori, un mets inaccessible, car il coûte une fortune à confectionner. Pour le découvrir, pas besoin d'aller en Iran ou en Russie. La France est le 3e producteur au monde. Nous sommes en Dordogne, à 1 heure de Bordeaux. C'est dans ces bassins que se fournissent certaines des meilleures boutiques de luxe. À la tête de cette ferme aquatique, Laurent, le patron. Des producteurs comme lui, on en compte une dizaine, pas plus, en France. Oui. Toutes les deux, c'est bon? Oui. Ok. Pour fabriquer son or noir, Laurent a besoin d'une matière première délicate, les œufs d'esturgeon. Hop, viens ici, toi. Ces poissons de rivière issus d'élevage, car dans la nature, ils sont en voie d'extinction. Voilà. Vous voyez que dès qu'on est dans des eaux chaudes, les poissons sont beaucoup plus agités, mais il va se calmer. Des spécimens qui, une fois adultes, peuvent vivre 100 ans et peser près de 300 kilos. Et là, ils sont très nerveux, ouais. Ça prouve qu'ils sont en très bonne santé. Donc maintenant, il est sympa, mais je sens que son petit cœur bat très vite. Donc je vais le remettre avec. Laurent les bichonne, car ces poissons sont aussi rares que fragiles. Et vous allez le voir, pour obtenir le précieux caviar, c'est le parcours du combattant. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire sur celui-là. OK. Dans ces bassins, Laurent en élève près de 150 000, car la sélection est drastique. D'abord, au milieu de leurs congénères, ces petits esturgeons ne tiennent pas forcément le coup. Dans le milieu naturel, il y a pratiquement que 1 ou 2% de poissons qui vont survivre à une reproduction. On a toujours des pertes. Alors les petits sont plus sensibles et plus on va grossir, heureusement, moins on va en perdre. Mais je vais vous dire, franchement, je préfère en perdre un petit peu à ce stade-là que les perdre quand elles ont 10 ans. Ça me coûte beaucoup moins cher. Car Laurent va devoir nourrir ses poissons pendant des années avant d'espérer en tirer quelque chose. D'abord, il faut attendre 3 ans pour savoir s'il s'agit de mâles ou de femelles. Il n'y a que les femelles qui produisent, hein, c'est comme les œufs chez les poules. Hein. Dans ce bassin que vous avez là devant vous, c'est des poissons qui ont 2 ans, qui sont dans leur 2e été. Il va falloir attendre encore au moins 1 année, voire 1 année et demie, avant de pouvoir sexer. Donc pour l'instant, ici, vous avez mâles et femelles dans ce même bassin. Une fois identifiées, c'est finalement au bout de 12 ans que les femelles atteignent leur maturité. Ce matin, c'est l'heure de vérité pour plusieurs d'entre elles. Salut Cyril, ça va? Ça va? Bon, on regarde les poissons pour cet après-midi, là? Oui. Laurent et son équipe vont découvrir si cette femelle a produit des œufs. C'est quelle génération que tu es en train de faire, là? Du 2011-2010. D'accord. Et tu les avais vérifiés quand? La semaine dernière. La semaine dernière. Coup de chance, cette esturgeon est pleine. On voit cette partie ici, c'est ce qu'on appelle la peau, enfin la membrane, et vous voyez tous les œufs ici. En faisant bouger, vous voyez tous ces petits granules là, ce sont les œufs. Le futur caviar. C'est bon signe, et ensuite, ce qui est très important, c'est qu'on ne voit pas du tout de gras à l'intérieur. Là, on est satisfait. Résultat, après 12 ans, seuls 20% des esturgeons donnent des œufs. Pour cette femelle, plus question d'attendre. C'est bon pour cet après-midi, OK? Allez, en route. Et pour les récupérer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut l'abattre et l'ouvrir. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Il est 15 h, l'équipe découvre la récolte du jour. Dans le ventre de cette femelle, une belle quantité. 1 kg, un peu plus de pratiquement 1,1 kg pour un poisson qui fait 6 kg. L'or noir est là, ou presque. Non, non, le caviar, c'est dès que le sel est mis dedans. Avant, ce ne sont que des œufs d'esturgeon. Des œufs très noirs. Pour Laurent, ce ne sera pas son plus grand cru. En effet, plus le caviar est clair, plus il est vendu cher. Sur ce que nous allons faire ici, on va se trouver plutôt en entrée de gamme. Le haut de gamme, c'est des caviars en général qui sont plus clairs que ceux-là. C'est pas une histoire de grosseur, c'est une histoire de juste de couleur. Le temps de laver les œufs.
Puis vient l'étape essentielle. Donc voilà le sel, voilà qui est préparé. Tout est dans le tour de main. Rien que dans ce bol, il y en a pour plus de 3 000 € en boutique. Nous allons brasser un certain temps. C'est à la main qu'on sent quand le caviar a suffisamment pris de sel ou pas. Et là, moi, j'ai un petit peu l'habitude. Donc, vous voyez, il se décroche, donc c'est bon. Donc là, ça y est, devant vous, vous avez du caviar. Des boîtes qui se vendront au prix fort dans les boutiques des quartiers chics. Mais voilà, en cette fin d'année, de nouveaux concurrents déboulent sur ce marché, les hyper. Il est 7 h du matin. Dans ce magasin de la banlieue parisienne, les employés s'affairent avant l'ouverture des portes. Oh, ça glisse. Au rayon traiteur, Linda, la vendeuse, met la dernière touche à sa vitrine. Avec aujourd'hui une surprise pour ses clients, une ristourne sur un produit de luxe. Et il y a une grosse promo sur les 10 grammes de caviar à 4,99 €. Du caviar pour moins de 5 €, un prix imbattable et du choix. Même les amateurs peuvent y trouver leur compte. Les petits coffrets de 30 grammes, donc 10 et 10, 30 grammes, qui font 38,90 € le paquet. C'est plusieurs types de caviar, donc pour pouvoir un peu goûter à tous les caviars qui existent. Une sélection de caviar pour le même prix qu'un bloc de foie gras ou un chapon de Bresse. Mais alors, les clients vont-ils craquer pour ce produit habituellement réservé aux plus riches? Au milieu des caddies, les premiers curieux s'approchent. Ce couple notamment découvre les fameuses boîtes, un peu surpris. Allez-y, vous avez le choix, vous avez les promos. Vous avez l'Aquitaine, donc le français qui est à 26,90 €. Vous avez celui-là en 10 grammes à 11,90 €. Le couple hésite, ils n'en croient pas leurs yeux. Dans les supermarchés, c'est la première fois que vous envoyez du caviar? Peut-être, je sais pas. Je fais pas trop attention parce que j'en achète pas. Que c'est tellement cher. Ah, puis en plus, je suis d'origine russe, j'ai jamais mangé de caviar. Ici, on trouve donc du caviar à moins de 500 € du kilo. C'est 6 fois moins cher que dans les boutiques UP. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est français. Oui. Après, vous avez le caviar d'Iran, qui est un peu plus cher. Vous avez le réserve aussi, qui est un peu plus cher, mais il est français. Non, mais on va prendre l'Aquitaine. Ce soir, monsieur et madame souperont au caviar. C'est bien, tout le monde peut s'en acheter, c'est bien. Avec une petite crème fraîche, mais c'est vraiment bon. Voilà. Donc voilà, là, vous avez les 30 grammes. Hein. Voilà. Un petit plaisir à 26 €, même s'il n'y aura pas de quoi rassasier tout le monde. Ça fait quand même cher. Oui, pour une petite cuillerée, un café de caviar. Oui, c'est quand même. Et je sais même pas si c'est bon parce que j'ai jamais goûté. Désormais, toutes les enseignes s'y mettent. Mais alors, comment parviennent-elles à casser les prix sur un produit aussi haut de gamme? Pour y parvenir, elles font appel à des fabricants qui ont trouvé des moyens étonnants pour baisser la facture. Notre enquête nous mène à 2 heures d'avion de la France, dans le nord de l'Italie. Nous sommes chez le producteur numéro 1 de caviar en Europe. L'entreprise, qui emploie 50 salariés, en fabrique 2 fois plus que celle de Laurent en France. Parmi les clients, beaucoup de Français et notamment les grandes surfaces. Buongiorno. C'est Stefano, le directeur commercial, qui est chargé de négocier en direct avec eux. Ceci sont les commandes pour les livraisons de demain. Le Belgium, l'Italie, la France. La France est partie aujourd'hui. La grande distribution Charles Caviar généralement en décembre.
Une période de Noël où les grandes surfaces achètent à tour de bras. Car Stefano a un premier secret, il en produit en quantité industrielle. Nous avons une demande urgente. Nous avons un client qui a besoin de caviar. Il faut lui envoyer un caisson réfrigéré qui doit partir aujourd'hui pour arriver demain. Merci. Ça se passe dans ces grands bassins qui abritent plus de 350 000 esturgeons. C'est 15% de la production mondiale. Des poissons à la chaîne, notamment d'une espèce particulièrement rentable. En effet, il existe plusieurs variétés d'esturgeons. Certaines ont une croissance beaucoup plus rapide que les autres. 15 années pour avoir le caviar. 15-20 années pour avoir le caviar. 8 années pour avoir le caviar. Alors qu'il faut attendre 15 ans pour obtenir des œufs avec ce gros esturgeon blanc, c'est 2 fois plus rapide avec son cousin, le Baéry de Sibérie. Il faut attendre seulement 8 années pour avoir le caviar. Entre les autres espèces, il faut attendre plus de 8 ans. Donc 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça coûte moins cher. Oui, généralement c'est ça. Des esturgeons bon marché, mais leurs œufs sont-ils moins bons? Dans le milieu, les experts comme Stefano négocient toujours leur caviar en fonction de la qualité. Grazie. Il y a 3 catégories, du plus basique au plus précieux. En général, les marchés utilisent la classification classique, royale et impériale. Donc, quand je parle de classique, royal, impérial, tout le monde, presque tout le monde qui connaît le caviar sait qu'est-ce que je veux dire. 3 catégories en fonction du goût, mais aussi de la taille et de la couleur des œufs. Plus clair, c'est plus rare et donc sera impérial. Et plus noir sera classique. Et la taille plus grande, c'est mieux. Plus c'est petit et plus c'est classique. En général, les hyper achèteraient donc le caviar classique, le plus ordinaire. Des œufs petits et noirs, moins puissants en goût et clairs que ceux des boutiques de luxe. Mais le numéro 1 européen du caviar a surtout eu la bonne idée, toute simple, pour s'adapter au mini-budget. Fini les grosses boîtes d'1 kilo. De plus en plus, les employés conditionnent le caviar au détail dans ces petites boîtes. À l'origine, elles étaient destinées à une clientèle très sélecte. Nous avons commencé à faire les petites boîtes en 2008. Beaucoup de caviar étaient vendus en passé sur les compagnies aériennes, sur les first class. Parce que les meilleures choses pour différencier une compagnie entre l'autre, c'est mettre le luxe dans la première classe. Des petites boîtes que la firme italienne va proposer aux chaînes d'hypermarchés en version 30, 15 et même 10 grammes. Et nous avons pensé à faire les choses qui s'appelaient les luxe accessibles. Et une des choses meilleures pour faire les luxe accessibles, ce n'est pas baisser la qualité, mais c'est baisser le grammage. Fini les grosses boîtes vendues une fortune. En quelques minutes, les employés reconditionnent ce caviar pour les grandes surfaces. Dans la boîte, il faut vraiment travailler délicatement. Il ne faut pas écraser les grains et y aller en douceur. Mais ne rêvez pas, dans ces petites boîtes vendues 20 €, il y a 2 cuillerées en moyenne. À peine plus que la dégustation de la cliente, des quartiers chics. 30 grammes, au grain près. Là, ça fait 32 grammes. J'en retire un peu pour descendre à 31. Et après, je contrôle. Le caviar à la portée de monsieur et madame tout-le-monde cartonne. L'an dernier, la société italienne en a vendu 30 tonnes, un marché en pleine explosion, alors que 80% des Français n'en ont jamais goûté. À Noël, c'est donc l'occasion ou jamais de tester des plats qui sortent de l'ordinaire.
Et en la matière, la nouvelle star de nos menus d'exception est un crustacé, le plus cher de tous, la langouste. Il est minuit sur le port de Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Manu, 51 ans, attaque sa nuit de travail. Allez, c'est parti. Pêcheur depuis 30 ans, il part toutes les nuits à bord de son bateau. Je regarde devant s'il n'y a pas de bateau qui rentre. Manu va lever les filets qu'il a posés il y a quelques heures, à 6 km au large. Vous voyez, ça c'est les tracés de filets que j'ai en mer. On va récupérer les filets homard et langouste qui se situent là. Le pêcheur espère attraper la langouste dans ce coin de Méditerranée dont il a le secret. Déjà, il faut caler on jette les filets sur les cailloux, parce que la langouste et le homard, c'est sur les cailloux. Après, il y a des périodes avec la lune, pas la lune. Enfin, nous ici, moi je travaille comme à l'ancienne. On va voir ce que ça donne. On croise les doigts et on verra bien. Dans l'obscurité, Manu arrive sur place. Par 40 mètres de fond, ces filets sont posés sur le passage des bancs de poissons. Des maquereaux ou des merlans sont peut-être pris au piège, l'appât idéal pour attirer les langoustes. J'espère en prendre une bonne dizaine. On verra bien. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Dans le filet, un poulpe, des algues, des cailloux et quelques poissons. Hop, hop. Non, un poisson. Mustel. Il faut voir, on a toujours espoir. Des fois, ça veut rien dire. Des fois, il peut arriver 3, 4, 5 langoustes d'un coup. Les minutes passent, mais aucune langouste à l'horizon. Manu reste optimiste. Il y a encore 800 mètres. Hein. On a espoir. Quand soudain, le premier crustacé fait enfin son apparition. Elle est belle, hein. C'est la langouste rouge de Méditerranée. On reconnaît une belle langouste. La taille, la tête, elle doit faire dans les 500-600 grammes. C'est la première, en espérant qu'il reste encore un peu de filet à la mer. On va voir s'il y en a d'autres. Ce soir, coup de chance. Manu enchaîne les prises. Une autre langouste. Oh, très belle langouste. Ça, c'est de la langouste. Ça, elle est belle. Elle est pas loin du kilo, celle-là. Un beau spécimen. Tant mieux, car certaines nuits, le pêcheur ne prend que des petites et il doit les remettre à la mer. Alors, c'est quoi la réglementation? Alors, c'est la taille. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle dépasse les 30 cm. Donc là, elle est réglementée. Et après, toutes les langoustes ou les homards qui ont des œufs, je les rejette à la mer. Malgré tout, le bilan de la sortie en mer est mince. 4 langoustes seulement. C'est mon bébé. Vous êtes content? Wow, il n'y a pas beaucoup, mais bon, c'est raisonnable. Il est 4 heures du matin. Pas question de traîner, car Manu va maintenant vendre le fruit de sa pêche au prix fort. « 7 heures, sur le port, Lohan, 18 ans, vient donner un coup de main à son père. Ça va, ma fille? Oui. Je les amène là-bas. Sur les quais, les clients sont déjà là. Le pêcheur a à peine le temps de dresser son étal. Mais oui, ça c'est comme ça, c'est tous les matins comme ça. Certains petits malins, comme Jean-Paul, réservent carrément leur langouste à l'avance pour profiter du meilleur prix au pied du bateau. Ça fait combien de temps que vous aviez commandé? 15 jours? Ça fait un moment, oui. 3 semaines même. Peut-être, oui. Ah, oui. Et vous avez attendu tout ce temps? Eh oui. Pourquoi, hein, pour déguster, on a de la patience. Hein. 93. Il faut dire qu'une fois dans le commerce, les prix s'envolent.
C'est à combien le kilo en ce moment, la langouste? Alors la langouste est à 55. On est vraiment... C'est cadeau par rapport au... Et à partir des fêtes, à partir de novembre, les prix remontent. Nous, ça peut aller, le homard, ça peut aller jusqu'à 60 et la langouste 70, mais après, ils triplent et doublent sur les poissonneries. Ça passe à 120, 130, 140, jusqu'à 180 €. Des langoustes hors de prix en poissonnerie. Pourtant, on peut en trouver pour beaucoup moins cher en poussant son caddie. Il est 7 h dans cet hypermarché de la région parisienne. Avant l'arrivée des clients, les employés installent l'arrivage du jour. Une trentaine de belles langoustes. Et côté prix, surprise, elles sont proposées à 49 € du kilo, 3 fois moins cher que chez un poissonnier de quartier. On en trouve sur les étals, mais aussi au rayon surgelé. Résultat, dès l'ouverture, les curieux affluent. Aymeric, le vendeur, ne va pas souffler de la matinée. Bonjour monsieur. Alors, lesquelles? Une assez grosse. Comme ça vous va? La langouste, un gros crustacé que beaucoup découvrent pour la première fois. Elle pèse combien, une langouste environ? À peu près entre 800 et 1 kg. Vous m'en coupez une langouste? Pas de problème. Je suis là, ça vous va? Une fois grillé au four ou à la plancha, effet garanti sur une table de fête. Merci. De rien. Bonne journée à vous, chef. Et bonne fête. Et vous aussi. Merci. Vous avez acheté de la langouste? Pour la manger. Pour les fêtes de Noël? Oui, pour le lendemain. Pour le 25, on sera que 2, alors j'ai pris une langouste pour 2. Voilà. La langouste, le nouveau best-seller du rayon poissonnerie. C'est bien simple, toutes les enseignes en proposent. Sur les prix, c'est la bagarre, autour de 45 € du kilo. Mais certaines grandes surfaces en vendent pour 25 € à peine. Il faut dire que les clients se les arrachent en 1 heure. Aymeric a déjà écoulé une grande partie de son stock. On a vendu la moitié, là on fait de la place pour le crevet de Madagascar. On a vendu, ça va, on a bien vendu. Mais voilà, ces belles langoustes n'arrivent pas directement de Méditerranée. La plupart du temps, elles ont été décongelées après avoir été pêchées de façon étonnante à l'autre bout de la Terre. Nous partons à 9 heures d'avion de la France, au large de la Floride, cap sur les Bahamas. Un archipel de 700 îles paradisiaques, en pleine mer des Caraïbes. Autour de sa capitale, Nassau, ce pays de 400 000 habitants vit du tourisme et de la pêche, notamment à la langouste. Elles sont chassées pour quelques dollars par des centaines de pêcheurs indépendants comme Whitfield. Ted! Ce matin, ce Bahaméen de 36 ans et ses collègues partent au travail. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, on ne pêche pas au filet, comme en France, mais avec une technique plus surprenante. Alors voilà, ça c'est mon harpon. J'ai un super spot à Rose Island. Je vais plonger. Et ça va aller très vite. Vous allez voir, j'ai de l'expérience. Je vais les attraper, il n'y aura plus qu'à les manger. Quelques minutes plus tard, Whitfield débarque dans cette baie. On devrait les voir bientôt. Le pêcheur va plonger en apnée. Il n'y a que 3 mètres de fond. Et ça se présente bien. Nous, les plongeurs, on les repère vite. Tiens, regarde, tu les vois là? Aux Caraïbes, pas besoin de pêcher des heures pour remonter le fameux crustacé. Je vais commencer par repérer les langoustes.
C'est donc dans ces rochers que la langouste se réfugie la journée. Whitfield doit la déloger de sa cachette et ça ne va pas traîner. Le pêcheur remonte une première langouste. Le temps de changer de harpon pour ne pas perdre de temps. Whitfield repart au travail. Au fil des plongées, c'est carton plein. En seulement une demi-heure, le pêcheur va en remonter une bonne dizaine. C'est bon, je l'ai. Les meilleurs équipages peuvent en ramener jusqu'à 300 par jour. Aussitôt mises dans la glace pour les conserver. C'est bien frais. Avec parfois de belles prises. Cette langouste doit faire dans les 2 kilos. De la langouste blanche, l'espèce la plus répandue aux Caraïbes, proche de sa cousine, la langouste rouge, qu'on trouve sur nos côtes. Ça, c'est la taille standard, parmi les plus grosses langoustes. Comme en France, les captures sont réglementées pour éviter la surpêche. Interdiction, par exemple, de garder les plus petites. Elles doivent faire 14 cm minimum. 14 cm. Pour ça, on vérifie la queue. Celle-ci, par exemple, fait 25 cm de la pointe jusqu'à la base de la tête. Donc c'est bon. Des langoustes que Whitfield ne va avoir aucun mal à vendre une fois revenu à terre. On les vend à des poissonneries, éventuellement à des locaux. En fait, à tous ceux qui nous les achètent. On sait que les usines nous les prendront de toute façon. De retour au port, Whitfield va confier sa prise à des grossistes, chargés d'écouler la marchandise du jour. Les quantités sont impressionnantes. Chaque année, les prises de langoustes sont 20 fois plus nombreuses aux Caraïbes que sur nos côtes. Et surtout, au pied du bateau, Whitfield les vend beaucoup moins cher que celles de Manu, notre pêcheur de Méditerranée, qui les faisait, souvenez-vous, à 55 € du kilo. La petite, on peut la vendre 17 € du kilo. La grande, 35 € du kilo. Des tarifs qui varient en fonction de la taille de la langouste. Mais alors, lesquels sont envoyés en France pour garnir les étals de nos hypermarchés? Nous prenons la direction de l'une des usines bahaméennes spécialisées dans ce business. Sitôt pêchés, c'est là que les crustacés arrivent. Pour préserver leur fraîcheur, ils restent en permanence dans la glace. Parmi la trentaine d'employés, Rochelle, 20 ans de métier. Le plus souvent, c'est sur les queues de langoustes qu'elle travaille avec ses collègues. La meilleure vente de l'usine, vous les achetez surgelées en grande surface. Celle-ci est parfaite. Le dessous est impeccable et regardez la carapace, c'est vraiment bien. En tout, Rochelle voit passer 1500 kilos de langoustes par jour, qu'elle va minutieusement trier. Car d'un crustacé à l'autre, le poids est rarement le même. Les plus grosses, plus de 500 grammes, partent dans les restaurants chics pour touristes. J'en ai déjà vu qui faisaient plus de 800 grammes. Mais franchement, ça n'arrive pas souvent. Le plus souvent, Rochelle tombe sur des petites queues de langoustes, parfois moins de 250 grammes. La taille choisie en priorité par les hypermarchés français, qui se fournissent en grande quantité aux Bahamas. Ici, ça s'achète 35 € du kilo. Après, en Europe, je ne connais pas les prix. Parfois ça monte, parfois ça descend. Mais 35 €, c'est le maximum. Des langoustes pas chères et une main-d'œuvre bon marché, Rochelle gagne 800 € par mois, le minimum légal aux Bahamas. Et vous touchez un bonus si les prix montent? Oh non, pas du tout. Mais ce business, tourné vers l'exportation, a un coût. Ces langoustes sont fraîchement pêchées, seulement la distance avec l'Europe risque de peser sur leur qualité.
Vardo, cet employé, est chargé d'une étape essentielle, la congélation. Ça va prendre de 12 à 20 heures pour tout congeler. En fait, 85% des langoustes vendues dans nos grandes surfaces sont surgelées, par moins 28 degrés. Et pourquoi vous les congelez? Pour conserver leur fermeté avant de les cuire. Ensuite, on peut les recongeler avant expédition. Des langoustes qui, une fois décongelées en France, peuvent avoir un goût plus caoutchouteux que leurs cousines pêchées sur nos côtes et vendues le plus souvent vivantes. Un business qui alimente nos hypermarchés depuis les tropiques. L'an dernier, la France a importé près de 800 tonnes de langoustes pour les fêtes de fin d'année.